Au début de cet anime, nous rencontrerons Teshi. C'était un lycéen ordinaire, sans grandes ambitions, malgré des capacités athlétiques impressionnantes. Cependant, sa réputation était marquée par la paresse et une dépendance aux jeux électroniques, qui occupaient pratiquement tout son temps libre. Il est intéressant de noter qu'il avait une amie d'enfance nommée Rin, qui était une fille incroyablement vive et adorable, et elle avait un œil sur Teshi depuis un certain temps. Quoi qu'il en soit, au début de l'histoire, les deux marchaient ensemble sur le chemin de l'école. Et pendant le voyage, Rin se plaignait à Teshi du fait qu'il ne participait jamais à aucun club étudiant, même avec son talent naturel pour le sport. Pour Rin, c'était un gâchis impardonnable. Teshi, d'un autre côté, expliquait simplement que les clubs représentaient trop de travail. Alors que la conversation se poursuivait, une petite feuille portée par le vent flotta devant Teshi. Il la suivit des yeux pendant un bref instant jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'effrayant. Un vélo s'approchait à grande vitesse, sur le point de percuter Rin. Dans un réflexe presque instinctif, Teshi attrapa son ami et la tira avec force hors du chemin. Peu de temps après, des symboles lumineux ont commencé à apparaître sur le sol, formant un cercle magique sous les pieds des deux. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Teshi a essayé de s'éloigner, mais il s'est rendu compte que le cercle le suivait. Il en déduisit alors qu'il était la cible de ce phénomène. Dans un élan protecteur, il repoussa Rin loin de la portée de la magie. Cependant, Rin refusa de le laisser tranquille. Elle courut vers lui juste au moment où le cercle s'intensifiait en luminosité et qu'ils disparaissaient tous les deux. Lorsque Teshi ouvrit à nouveau les yeux, il était allongé dans un champ herbeux. Pour cette seule raison, j'avais déjà accompli plus que beaucoup de gens. Il regarda immédiatement Rin, vérifia si elle allait bien, et quand il le confirma, il la réveilla soigneusement. Après s'être assuré qu'ils étaient tous les deux indemnes, ils regardèrent autour d'eux et réalisèrent qu'ils étaient entourés d'un vaste paysage verdoyant. C'était comme s'ils avaient été transportés au milieu de nulle part. Ils ont essayé d'utiliser leur téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. Rin leur a suggéré de trouver une maison où ils pourraient appeler à l'aide et peut-être utiliser un téléphone pour avertir leur famille, croyant qu'avec un peu de chance, ils étaient simplement perdus. Teshi, en revanche, a présenté une hypothèse plus audacieuse. Il considérait qu'il était possible qu'ils aient quitté leur monde natal. Il a soutenu que le cercle magique ressemblait à ceux que l'on trouve couramment dans les jeux vidéo et, malgré son apparence simple, il estimait qu'une énergie inhabituelle en émanait. Rin semblait inquiet de la façon dont Teshi pensait. Pour elle, il commençait à ressembler à un de ces geeks exagérés. Elle n'aimait pas la façon dont il parvenait à de si grandes conclusions avec si peu de preuves. Alors qu'ils discutaient, une créature mystérieuse apparut devant eux. Il ressemblait à un cheval noir géant, mais avec une corne sombre en forme de lame dépassant de son front. Le choc les saisit tous les deux immédiatement. Teshi a réagi en disant qu'ils devaient fuir. Ils ont essayé de s'échapper, mais la créature s'est précipitée sur eux. Avec un élan héroïque, Teshi a demandé à Rin de se cacher pendant qu'il s'occupait de la menace. L'idée était de jouer le courageux, de montrer qu'il pouvait la protéger. Il s'éloigna d'elle, ramassa une pierre et la lança sur l'animal, tout en le lançant des insultes pour le provoquer. La stratégie a fonctionné. La créature, prise de fureur, s'avança directement vers lui. Mais Teshi ne se laisserait pas vaincre si facilement. Alors que la situation semblait sur le point de se terminer tragiquement, une force magique invisible coupa le cou du monstre, sauvant Teshi au dernier moment. Puis un homme chauve apparut, brandissant une énorme épée. Il avait blessé la créature. Un autre allié est apparu, un archer caché parmi les buissons. Ensemble, ils affrontèrent l'animal, connu dans ce monde sous le nom de cheval d'obsidienne. Peu de temps après, un troisième personnage acheva le monstre avec un sort qui transforma la créature en charbon fumant. Son nom était Magia et elle était une petite mage. Il s'est rendu chez l'archère Rakelta et lui a demandé de retirer les cornes de l'animal. Rakelta grommela et suggéra que Varada, l'épéiste chauve, fasse le gros du travail. Alors que le groupe discutait de ce qu'il fallait faire de la carcasse, Teshi réfléchissait. Il était presque certain qu'il n'était plus dans le monde qu'il connaissait. C'était trop similaire aux jeux RPG auxquels je jouais, avec leurs monstres et leur système magique. Le cercle magique les avait transportés dans une réalité complètement nouvelle. Et ce nouveau monde semblait bien plus dangereux et primitif que tout ce à quoi ils étaient habitués. Face à cela, Teshi a pris une décision importante. Il a décidé qu'il ferait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que lui et Rin survivent dans cet endroit inconnu, quel qu'en soit le prix. Plus tard, les deux ont rejoint le groupe autour d'un petit feu de camp de fortune. Rakelta s'est avérée être la plus sociable et a entamé une conversation, curieuse de connaître l'origine des deux jeunes hommes aux vêtements si particuliers. Teshi ne savait pas quoi dire. Il se tourna vers Rin pour obtenir de l'aide, mais elle resta silencieuse. À leur grand soulagement, Varada est intervenu, disant à Rakelta qu'il valait mieux ne pas poser de questions personnelles. Vigia, la petite mage, était d'accord avec lui et recommanda aux deux de garder leurs réponses pour eux. Varada a ajouté un avertissement: voyager à travers ces terres sans aucune arme était extrêmement risqué. La région était infestée de monstres agressifs, des créatures hostiles qui attaquaient tout être vivant qui croisait leur chemin. Le problème a été aggravé par le fait que même les convois de nourriture n'ont pas pu s'en sortir indemnes. Les marchandises destinées à la ville furent interceptées,
les commerçants furent blessés et toute la population commença à souffrir de pénurie. Teshi ressentait de la peur, mais ce sentiment était accompagné d'une ferme détermination. Pour lui, se rendre en ville était le choix le plus judicieux. Il a donc demandé à Varada de les y emmener, et Varada a immédiatement accepté. Les deux autres membres du groupe étaient également d'accord, en particulier Rakelta, qui montra un grand intérêt à ne pas laisser Rin seul dans cette région dangereuse. C'était du genre dragueur. Cependant, avant de partir, Varada prévint que Rin et Teshi devaient parvenir à un accord avant l'aube. Rin était visiblement mal à l'aise. Plus tard, profitant d'un moment d'intimité, Teshi s'est approché d'elle et lui a demandé pourquoi elle était si blessée. Rin n'était pas vraiment en colère. Ce qu'il ressentait était une profonde inquiétude face aux actions impulsives de Teshi face aux dangers auxquels ils étaient confrontés. La peur d'être seul dans ce monde inconnu, sans sa meilleure amie, la laissait encore bouleversée. Mais les deux hommes ont parlé sincèrement et ont décidé qu'à partir de ce moment-là, ils affronteraient tout ensemble. Pour sceller l'accord, ils ont légèrement frappé leurs poings dans un geste symbolique de réconciliation. Avec l'aide du groupe de Varada, Rin et Teshi ont continué leur voyage vers Aspire, une ville située dans le royaume magique d'Elistan, la base d'opération de ce trio d'aventuriers. Malgré les avertissements de Rakelta sur les risques de la vie d'aventurier, Rin et Teshi ont pris une décision. Ils ne voulaient pas fuir ni dépendre des autres. Ils décidèrent de rester dans la ville et d'essayer de devenir des aventuriers. En signe de soutien, Varada leur a donné une petite somme d'argent pour qu'ils puissent commencer leur nouvelle vie. Il les a également informés qu'ils séjourneraient dans une auberge à proximité, au cas où Rin et Teshi auraient besoin de quelque chose à l'avenir. Suivant le plan, les deux jeunes hommes se dirigèrent vers la guilde des aventuriers. Là, ils ont été accueillis par une employée amicale nommée Marie, qui a commencé le processus d'inscription en posant des questions sur leur race, ce qui a laissé Rin confus. Elle se tourna vers Teshi pour obtenir des conseils, mais il fut étonné par l'environnement, qui ressemblait beaucoup trop au jeu de rôle auquel il avait l'habitude de jouer. Après avoir fourni leurs coordonnées, ils ont reçu un petit livre contenant les termes du contrat. Teshi trouva l'écriture étrange, mais à leur grande surprise, ils réussirent à comprendre parfaitement le contenu. Avant de terminer l'inscription, ils devaient cependant passer un test d'aptitude magique. Ce test était obligatoire pour tout aventurier en herbe. Rin fut la première à poser sa main sur la sphère magique, ne s'attendant à rien d'extraordinaire. Mais lorsqu'elle toucha le cristal, une lumière inhabituelle apparut à l'intérieur, laissant Marie visiblement alarmée. Compte tenu de cela, elle a demandé à Teshi de passer également le test. Encore hésitant, il accepta. Mais dès que sa main toucha la sphère, l'objet se brisa complètement. La pièce tomba dans un silence inconfortable. Tous les regards se tournèrent vers les deux jeunes hommes, désormais aussi confus qu'embarrassés. Marie s'éloigna quelques instants et revint accompagnée de deux personnages importants, le maître de la guilde, Gérard, et une élégante elfe nommée Muller, célèbre pour son talent de duelliste d'or. Gérard, d'une voix ferme, leur fit savoir qu'il ne pouvait pas s'inscrire comme aventurier à ce moment-là. La nouvelle a immédiatement inquiété Rin et Teshi, qui craignaient de se retrouver sans occupation. Cependant, Gérard a précisé qu'avant de prendre une décision finale, il devrait accompagner Muller à un autre endroit, où il recevrait des conseils appropriés. N'ayant pas de meilleure alternative, les deux hommes ont décidé de poursuivre leur voyage avec Muller. La destination était la résidence de Lemia, une femme à la personnalité expansive qui ne montrait même pas une trace de timidité, ce qui mettait clairement Teshi mal à l'aise. Réalisant cela, Rin couvrit les yeux de son ami pour tenter de lui épargner l'embarras. Après un changement de vêtements qui changeait à peine l'audace du look, Lemia les invita chez elle. Muller expliqua la situation, l'équipement magique de la guilde n'avait pas été capable de mesurer correctement le potentiel de Teshi et Rin. C'est pour cette raison que Gérard a demandé à Lemia de faire une évaluation plus précise. Lemia a ensuite présenté un appareil spécial, un compteur magique de sa propre création, doté d'une technologie plus avancée. Lors de la lecture, d'étranges symboles apparaissaient sur l'écran, incompréhensibles pour les deux jeunes. Cependant, lorsque Muller a examiné les résultats, elle a été visiblement choquée. Les valeurs étaient étonnamment élevées. Rin et Teshi ne savaient pas comment réagir. Ils ne pouvaient pas dire si c'était quelque chose de bien ou de mal. Au fond, ils voulaient juste savoir s'ils pouvaient encore aller de l'avant avec leur projet de devenir des aventuriers. Lemia a confirmé qu'il le ferait, mais à une condition. À partir de ce moment-là, les deux seraient ses apprentis. En parlant aux jeunes, Lemia a révélé des informations fascinantes. Il a expliqué qu'ils possédaient tous deux des niveaux de puissance incroyablement élevés, mais qu'ils n'avaient aucun contrôle sur cette force. Elle leur a donc proposé de les entraîner, leur expliquant que s'ils n'apprenaient pas à maîtriser leurs capacités, ils pourraient être blessés par leur propre magie. Au cours d'un repas décontracté, Lemia a commencé à enseigner les principes de la magie dans ce monde. Les gens étaient liés aux esprits élémentaires, des entités qui représentaient le feu, l'eau, le vent et la terre. En échange de cette connexion spirituelle, les humains obtenaient des sorts, des techniques magiques spéciales. La plupart des sorciers ne pouvaient manipuler qu'un seul des 4 éléments. Il y avait des exceptions, comme Muller, qui en contrôlait 2, et Lemia elle-même, qui en contrôlait 3. Rin, cependant, s'est distingué comme un cas extraordinaire.
Elle avait une affinité avec tous les éléments. Teshi, curieux, voulait savoir quels éléments étaient à sa portée. Mais Lemia répondit que cela ne s'appliquait pas à lui. Selon elle, Teshi n'était pas un magicien. C'était un sorcier. Et les sorciers n'utilisaient pas la magie de la même manière que les magiciens. Les sorciers, contrairement aux magiciens, n'utilisaient pas seulement le pouvoir emprunté aux esprits. Ils ont fait un usage direct de ces entités, ce qui n'était possible que grâce à un pacte spécial. Ce type de lien conférait une force bien supérieure à celle qu'un mage ordinaire pouvait atteindre. Lemia n'a pas relâché son entraînement. Elle était responsable du Teshi et dirigeait les exercices avec rigueur. Au milieu d'une des séances les plus épuisantes, Teshi entendit des mots d'encouragement provenant d'une voix qu'il ne pouvait pas identifier. Ces mots, bien que brefs, lui apportèrent un nouveau courage. Pendant ce temps, Muller enseignait à Rin l'art de la magie, en se concentrant initialement sur la création du feu. Rin a surpris Muller par sa rapidité d'apprentissage. L'elfe était satisfait des progrès de la jeune femme, car elle comprenait non seulement les principes de base mais développait également de nouvelles variantes. Grâce à ses connaissances scientifiques, Rin a créé des flammes de couleur bleue, quelque chose qui n'avait jamais été vu dans ce monde. La magie a été façonnée par l'imagination, et Rin a maîtrisé ce concept naturellement. Teshi, pour sa part, était épuisé. Son corps pouvait à peine suivre le rythme de son entraînement. Rin, pleine d'énergie, essaya de l'aider à continuer à s'entraîner. À nouveau, la même voix mystérieuse murmurait dans son esprit, le guidant avec précision et éveillant une compréhension plus claire de ses pouvoirs. La situation le laissait confus, car lui seul pouvait entendre cette présence. Il a néanmoins préféré ne pas approfondir cette question pour l'instant. Après la routine intense, le groupe s'est réuni pour un repas. Lemia a décidé que Muller resterait responsable des progrès de Rin. Quant à Teshi, elle a déclaré qu'il n'était pas encore temps d'apprendre des sorts. Avant cela, il avait besoin de renforcer son corps, de développer des techniques de combat et de se préparer correctement pour éveiller ses pouvoirs élémentaires. Plus tard, Muller trouva Lemia assise à l'extérieur de la maison. Alors que les deux jeunes hommes se reposaient, les deux maîtres partageaient une préoccupation commune. Ils sentaient tous les deux qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans les pouvoirs de Teshi et Rin. Malgré cela, ils ont décidé de continuer l'entraînement pendant 3 semaines supplémentaires, jusqu'à ce que les deux puissent agir de manière indépendante. Lemia a souligné l'importance de garder secret les talents des deux hommes, surtout compte tenu des récents événements survenus dans le pays. 3 semaines se sont écoulées. Teshi a démontré une adaptation plus naturelle au nouveau monde. Lors d'un match test, il a affronté un grand loup et l'a vaincu avec facilité, révélant un contrôle accru de ses capacités. Rin, quant à lui, faisait face à un groupe de lièvres cornus. Grâce à sa technique raffinée, elle a maîtrisé le combat avec précision, appliquant 3 éléments différents pendant la bataille. Lemia et Muller, qui observaient de loin, étaient impressionnés. Alors qu'ils suivaient encore les tests, un cheval d'obsidienne est apparu de manière inattendue. Muller a montré son intention d'intervenir immédiatement, mais Lemia l'a arrêté. Elle voulait voir jusqu'où Rin et Teshi étaient capables d'aller seuls. Les deux protagonistes, confiants dans leur pouvoir nouvellement développé, ont affronté la créature et l'ont vaincu avec compétence. Après la victoire, Lemia a organisé une célébration. L'occasion marquait la fin de la formation. Teshi et Rin avaient réussi l'examen final et étaient prêts à retourner à Aspire en tant qu'aventuriers officiels. Mais, malgré la joie, ce moment a également apporté un sentiment d'adieu. Ce serait l'une des dernières fois où ils seraient tous ensemble. Au cours de la célébration, Lemia a révélé des informations importantes. Elle leur a dit qu'ils étaient connus comme les perdus, des gens amenés d'un autre monde par des distorsions spatio-temporelles ou invoqués par quelqu'un. La révélation a surpris Teshi et Rin. Ils ont demandé comment Lemia savait tout cela. La mage expliqua qu'elle soupçonnait une invocation délibérée. Quelqu'un avait utilisé une magie d'invocation de haut niveau pour les amener ici. Cependant, elle ne savait pas qui avait lancé le sort, car ce type de magie était extrêmement rare et généralement contrôlé par des lanceurs de sorts maîtrisant le temps et l'espace. Compte tenu de cela, les deux ont compris qu'ils devraient trouver cette personne et découvrir la raison pour laquelle elle était dans ce monde. Teshi, enthousiasmé par l'idée, pensait que trouver un prestidigitateur ne serait pas si difficile, car ils étaient très rares. Plus tard dans la nuit, Teshi et Rin se retirèrent le cœur lourd. Ils savaient que c'était la dernière nuit avec Lemia et Muller. Mais ils ont également reconnu qu'il était nécessaire d'avancer et de chercher des réponses. Ils se sont fait une promesse. Ils resteraient unis jusqu'à ce qu'ils trouvent la personne responsable de l'invocation. Pourtant, quelque chose d'étrange continuait d'arriver à Teshi. Il entendit la voix d'une fille qui lui murmurait des phrases douces. Elle a dit qu'il se reverrait bientôt et a montré beaucoup d'enthousiasme. Une nuit, Teshi fit un rêve. Il se retrouva dans un champ verdoyant et luxuriant, et la voix familière parla à nouveau, lui disant que la réunion était proche et qu'il devait être patient. Alors qu'il essayait de comprendre qui était cette présence, il s'est réveillé en sueur. Ce même rêve l'accompagnait depuis le premier jour dans ce monde. Quelques semaines passèrent. Teshi et Rin se sont installés à Aspire. Ils avaient terminé leur inscription auprès de la guilde des aventuriers. Ils ont retrouvé les membres du groupe qui les avaient sauvés au début. Ils étaient encore considérés comme des débutants, on leur confiait donc des missions simples, comme aider aux plantations ou transporter de lourdes charges. Au fil du temps,
ils se sont habitués au rythme de la ville et à la façon dont les choses y fonctionnaient. Rin avait l'habitude de se lever tôt et d'aller à la bibliothèque pour continuer ses recherches. Un de ces jours, Teshi la trouva en train de lire dans une taverne et s'assit à côté d'elle, interrompant légèrement sa concentration. Meta, la serveuse, a servi le petit déjeuner et a apporté une lettre de la guilde. Après avoir lu le contenu, ils ont découvert qu'ils avaient été convoqués en urgence. Immédiatement, ils se dirigèrent vers le siège de la guilde, préoccupés par la raison de l'appel. Cette fois, ils ont reçu une mission liée à une auberge située dans les quartiers pauvres de la ville. L'objectif était d'enquêter sur les rapports de biens volés entrant dans l'Aspire via cette région. Rin remarqua que le contrat comportait 2 marques d'échec, indiquant que la mission avait déjà été tentée 2 fois sans succès. S'il échouait également, la responsabilité serait transférée à des aventuriers de rang supérieur. Gérard expliqua qu'on leur avait confié cette mission parce que le mien leur avait assuré que les deux possédaient une grande force. De plus, s'ils atteignaient l'objectif, ils seraient promus dans la guilde. Tous deux acceptèrent sans hésitation, car la possibilité de recevoir des missions plus importantes était enthousiasmante. De meilleures missions impliquaient de laisser derrière soi les tâches les plus subalternes, comme le nettoyage ou le transport de pierres. En quittant la guilde, ils ont parlé du chemin parcouru depuis leur arrivée. En chemin, Rin a repéré son fruit préféré sur l'un des stands et a essayé de l'acheter. Cependant, le prix était beaucoup plus élevé que la semaine précédente. Le vendeur, l'air abattu, expliqua que les réserves de nourriture diminuaient. Cela rendait tout plus difficile à obtenir, de la viande aux vêtements en passant par les fruits. Les prix étaient extrêmement élevés. Des rumeurs circulaient selon lesquelles des monstres et des animaux sauvages attaquaient les convois transportant des fournitures, ce qui aggravait encore la situation. Tout le monde attendait une solution urgente. Même avec les coûts élevés, Teshi et Rin ont décidé d'acheter son fruit préféré pour aider le marchand. Ils étaient tous deux préoccupés par les informations qu'ils avaient entendues. Ils ont commencé à envisager la possibilité que les fournitures manquantes des convois soient détournées vers des quartiers pauvres, ce qui pourrait être directement lié à la mission qui leur avait été confiée. Tandis qu'ils parlaient de cela, une silhouette encapuchonnée les observait de loin, cachée dans la foule. À la tombée de la nuit, les deux se sont dirigés vers l'auberge située dans les quartiers délabrés de la ville. Au début, personne ne les prenait au sérieux à cause des vêtements élégants qu'ils portaient. En entrant dans l'établissement, ils ont remarqué qu'il y avait des boissons et de la nourriture qui manquaient au marché commun en raison des attaques contre les trains. Teshi, sans hésitation, demanda au serveur l'origine de ces produits. Rin, réalisant l'opportunité de profiter de ces objets rares, souhaita découvrir la vérité. Pour provoquer une réaction, elle a montré un sac rempli de pièces, espérant que cela inciterait le préposé à révéler certaines informations. La situation ne s'est cependant pas déroulée comme prévu. Au lieu d'obtenir des réponses, les deux hommes ont été attaqués par les clients avides de l'établissement. Malgré l'embuscade, Teshi et Rin ont facilement dominé la situation. La démonstration de force rapide a intimidé les autres présents, qui ont fini par céder à la pression. Les clients ont révélé qu'ils avaient été approchés par un homme dans une taverne, qui les avait invités à un emploi prometteur. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit indiqué, ils découvrirent que le convoi avait déjà été attaqué. Ils rassemblèrent ensuite ce qu'ils pouvaient emporter et abandonnèrent le reste près de l'entrée de la ville. Teshi était encore en train de vérifier s'il disait la vérité lorsque le propriétaire du bar est intervenu. L'homme a admis que ces produits provenaient en réalité de biens volés, qui étaient normalement vendus sur place. Il a averti les deux hommes de ne plus poser de questions, car cela était contraire aux règles de cet endroit. Il leur a également suggéré de partir avant d'avoir de plus gros ennuis. Se sentant frustrés, Teshi et Rin marchaient dans les rues sombres du quartier pauvre. Tous deux avaient soupçonné dès leur plus jeune âge qu'ils étaient suivis. Ils décidèrent alors d'attirer l'ennemi. Ils furent bientôt encerclés par 3 assassins cagoulés. Teshi, réalisant la situation, y vit une opportunité d'obtenir plus d'informations s'il parvenait à les vaincre. Il a décidé de se battre sérieusement, tout en contrôlant sa force. D'un mouvement rapide, Teshi renversa l'une des femmes, et Rin en vainquit une autre peu de temps après. Alors qu'il se préparait à affronter le troisième, le premier assassin, qui avait encore des forces, lança une bombe fumigène. Cela a créé une diversion et a permis au groupe de s'échapper, mais ils ont laissé derrière eux le camarade de classe que Teshi avait assommé. Encore plus intrigués, Teshi et Rin comprirent que quelqu'un était en fait déterminé à entraver l'enquête sur les attaques contre les convois. Ils décidèrent d'emmener l'assassin capturé à la guilde pour l'interroger. Là, elle a été placée dans une cellule, attachée à une chaise. Lorsqu'il se réveilla, Gérard fut le premier à parler. Il a expliqué qu'ils avaient amené la femme en secret, afin que ses anciens compagnons ne sachent pas où elle se trouvait. Il a également dit qu'elle devrait réfléchir aux raisons pour lesquelles Teshi avait décidé de lui épargner la vie. Après avoir terminé la mission, Teshi et Rin ont reçu une promotion de rang. Muller est apparu à la guilde pour les féliciter pour leur exploit. Les deux en ont profité pour informer l'elfe de ce qui se passait encore dans la ville. Malgré le succès de la mission, les prix ont continué à augmenter. Muller a suggéré qu'ils forment un groupe et a promis d'aider Rin à obtenir ses fruits préférés sans aucune difficulté. Avant de se lancer dans leur nouveau voyage en équipe, Muller a expliqué l'origine du problème. Les récoltes de la région du Nord-Ouest étaient volées. Cela explique l'augmentation constante des prix. De plus,
les voleurs bénéficiaient de la protection d'un sorcier extrêmement compétent, ce qui rendait la situation difficile à contrôler pour les agriculteurs eux-mêmes. La guilde avait organisé une mission importante. Il fallait garder les champs, capturer les voleurs et affronter le sorcier pour obtenir une généreuse récompense. Teshi et Rin ont montré de l'intérêt et ont décidé d'accompagner Muller. L'elfe semblait sincèrement heureux de la décision des deux. En raison du sérieux naturel de sa race, Muller n'avait généralement pas de compagnons. Cela l'a obligée à tout résoudre elle-même. Avoir désormais une équipe la rendait visiblement heureuse. Lorsqu'ils atteignirent les champs cultivés, les agriculteurs les accueillirent avec soulagement. La présence des aventuriers a apporté l'espoir qu'il y aurait enfin une protection pour les récoltes. Teshi a serré la main de Kazim, la personne responsable de l'appel à l'aide. Cependant, Teshi ressentait un sentiment de malaise lorsqu'il regardait cet homme. Il y avait quelque chose qui n'allait pas, même s'il ne pouvait pas vraiment mettre le doigt sur la raison. Malgré cela, les agriculteurs les ont guidés à travers le pays afin qu'ils puissent connaître la zone qu'ils étaient censés bien défendre. Soudain, le personnel de Rin a commencé à émettre des signaux d'avertissement. Un danger important approchait. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait de voleurs, mais la réalité s'est vite avérée bien plus menaçante. D'énormes ogres et quelques orques commencèrent à émerger d'entre les arbres fruitiers. Le groupe n'a pas perdu de temps et s'est préparé à la confrontation. Teshi et Muller ont pris des positions offensives, tandis que Rin se concentrait sur la protection de ses alliés. Muller élimina les ors avec précision, et Teshi affronta directement l'ogre géant. Il a utilisé 35% de sa puissance et a porté un coup dévastateur qui a renversé la créature. Pendant le combat, Kazim est resté observateur, prenant des notes sur des comportements qui semblaient suspects. À la tombée de la nuit, le groupe s'est réuni pour discuter des événements. Rin a mentionné qu'il avait lu des choses sur les ogres et les ors, et que ces créatures n'habitaient généralement pas ces forêts. Muller était d'accord. Tout en évitant de tirer des conclusions hâtives, ils ont tous deux commencé à soupçonner que quelqu'un avait intentionnellement envoyé les monstres. Ne sachant pas comment l'ennemi réagirait, la seule option était d'attendre. Teshi et Rin ont suggéré de poser des pièges pour les capturer plus rapidement, et Muller a approuvé l'idée. Ailleurs, l'atmosphère était sombre. Plusieurs corps sans vie étaient éparpillés dans une forêt. Une femme absorbait l'énergie vitale des cadavres à travers un orbe étrange. Elle avait l'intention de nourrir quelque chose avec ce pouvoir. Après s'être préparée, elle a enfilé une cape d'invisibilité et s'est préparée à traquer le groupe de Teshi. Pendant ce temps, l'assassin capturé se demandait pourquoi Teshi lui avait épargné la vie. Au lieu de l'éliminer, il a choisi de la laisser en vie et a même caché son existence à ses compagnons, empêchant quiconque d'être envoyé pour la faire taire. Gérard interrompit ses pensées en entrant dans la cellule. Il voulait savoir si elle était prête à coopérer et à fournir les informations dont ils avaient besoin. En patrouillant dans les champs de culture, Muller a trouvé des empreintes humaines dans le sol. Le groupe a suivi les traces jusqu'à ce qu'il trouve un feu de camp récemment éteint, indiquant que les voleurs y avaient récemment campé. Le bois était encore chaud. Rin a utilisé sa magie pour détecter 3 présences humaines à proximité. En suivant la piste, ils ont trouvé 3 hommes en train de voler, en train de cueillir des fruits. Leur sorcier était introuvable. Le groupe a facilement neutralisé les voleurs et les a ligotés. Les hommes, vaincus, se plaignirent d'avoir perdu uniquement parce que le magicien ne s'était pas présenté ce jour-là. Kazim réapparut et félicita les aventuriers en serrant la main de Teshi. Teshi a maintenu la poignée de main pendant quelques secondes de plus et a commenté la douceur des mains de Kazim. Kazim a répondu que c'était parce qu'il était le patron et qu'il ne faisait pas de travail pénible. Muller et Rin, cependant, n'étaient pas satisfaits des explications. Ils ont commencé à se demander comment Kazim en savait autant sur les ogres et les ors dans une région où de telles créatures n'apparaissaient généralement pas. Ce genre de connaissances était normalement réservé aux aventuriers expérimentés. Se sentant acculé, Kazim a changé d'attitude. Il laissa échapper un rire sinistre et admit tout. Il a déclaré que toute l'attaque avec les ogres et les ors, ainsi que le vol des fruits, n'était prévu que pour attirer l'attention des aventuriers et tester leurs compétences. Soudain, Gami est apparue, le même mage mentionné plus tôt. Elle a retiré sa cape d'invisibilité et a révélé qu'elle était la partenaire de Kazim. Les aventuriers se préparent au combat. Gami concentra ses attaques sur Muller et Rin, tandis que Kazim avançait sur Teshi. Muller se rendit compte qu'ils avaient affaire à un adversaire fou, qui prenait plaisir à se battre et à risquer sa propre vie. Rin a tenu bon contre Gami jusqu'à ce que Muller parvienne à récupérer. Gami a montré de l'enthousiasme face à Rin, surtout en voyant la jeune femme utiliser différents types de magie élémentaire. Pendant ce temps, Teshi découvrit que Kazim était également un mage. Il avait invoqué une créature gigantesque, formée d'énergie glaciale. Teshi ne pouvait pas blesser le monstre, et tout ce qu'il pouvait faire était d'esquiver pour éviter les attaques. La créature, en revanche, était capable de lui causer un réel préjudice. Kazim a noté que Teshi ne possédait pas l'élément feu, comme Muller et Rin, et a déclaré qu'il ne gagnerait jamais de cette façon. La situation s'est aggravée lorsque Kazim a révélé un orbe rouge. Cet objet avait été rempli de la vitalité drainée par Gami. Kazim tendit l'orbe à la créature invoquée, qui grandit en taille et devint encore plus puissante et plus rapide. Le monstre a blessé Teshi,
l'affaiblissant considérablement. Kazim a commencé à révéler son plan. Il voulait voler le pouvoir de Teshi et menacer d'utiliser Müller et Rin comme otages. Si Teshi n'obéissait pas, il les livrerait tous les deux à des gens capables de choses terribles. Épuisés, Müller et Rin ne pouvaient plus maintenir le rythme du combat. Gami semblait invincible. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ils se relevèrent tous les deux, comme s'ils avaient retrouvé leur force. Cela faisait partie d'un test. L'objectif était d'évaluer ses propres performances au combat et de comprendre l'étendue de la force de Gami. Avec une nouvelle détermination, ils contre-attaquèrent. Cette fois, c'est Gami qui était en difficulté. Rin invoqua une épée enveloppée d'électricité et l'utilisa contre son adversaire. Müller a ensuite bloqué chacune des attaques de Gami avec précision. Profitant de ses connaissances scientifiques, Rin créa une puissante explosion en forme de tornade, qui affaiblit considérablement l'ennemi. Müller a terminé le combat, blessant gravement Gami. La mage, finalement vaincue, déclara qu'elle se retirerait pour le moment, mais promit de revenir encore plus forte après sa guérison. Ils étaient heureux de la victoire qu'ils avaient remportée, mais ce sentiment n'a pas duré longtemps. Kazim réapparut devant eux et exigea qu'ils se rendent. Il a menacé d'éliminer Teshi, qui était blessé et inconscient. S'il n'obtempérait pas, Teshi se retrouva alors dans la position la plus vulnérable. Il ressentait une profonde frustration, car il avait promis de protéger Rin et de trouver un moyen de retourner dans leur monde, ensemble. Cependant, tout ce qu'elle pouvait faire était de regarder alors qu'elle et Müller étaient pris en otage par Kazim. Accablé par l'impuissance, Teshi ferma les yeux. Au milieu de son état d'inconscience, Teshi eut une vision enveloppée d'une étrange lumière verte. La voix qui l'accompagnait depuis des jours parla à nouveau, lui demandant s'il voulait du pouvoir. Malgré un avertissement sur les conséquences possibles de la réception de ce pouvoir avant le bon moment, Teshi a répondu par l'affirmative. La voix s'est alors présentée comme étant Ariel, l'esprit du vent. Avant de se réveiller, il vit la lumière prendre la forme d'une silhouette féminine. Lorsqu'il s'est réveillé, Teshi a surpris tout le monde, en particulier Kazim. Il s'est relevé d'un pas ferme et semblait complètement rétabli, comme si aucune blessure n'avait été causée. La créature invoquée s'avança vers lui et le jeta au loin, mais Teshi ne subit aucun dommage. Kazim devint désespéré et ordonna de nouvelles attaques. Malgré cela, Teshi réussit à bloquer tous les coups et, en utilisant sa nouvelle puissance du vent, annula complètement l'invocation. Face à cette démonstration de force, Kazim et Gami comprirent qu'ils étaient en grand danger et tentèrent de fuir. Même si Ariel lui avait prêté du pouvoir, le corps de Teshi était déjà épuisé. Il réussit néanmoins à rassembler suffisamment d'énergie pour lancer une attaque finale qui arracha le bras de Kazim, avant de s'effondrer. Même s'ils étaient blessés, Kazim et Gami ont réussi à s'échapper. Gami, pour sa part, semblait enthousiasmé par la tournure des événements. Après une semaine d'inconscience, Teshi s'est réveillé dans la maison de Lemia. Il a découvert que son corps avait consommé toute son énergie magique pendant le combat, ce qui l'a laissé dans un état d'épuisement profond. Rin et Müller l'avaient emmené à Lemia lorsqu'ils se rendirent compte qu'il ne s'était pas réveillé depuis 3 jours consécutifs. Lemia a pris soin de lui et l'a nourri pendant cette période afin que son rétablissement soit possible. Elle lui a demandé de remercier Rin et Müller pour tout ce qu'ils avaient fait pour lui. Au cours de la conversation avec Lemia, Teshi a rapporté ce qui s'était passé dans la forêt. Lemia analysa les faits et conclut que le monstre était devenu si fort à cause d'un artefact maudit appelé le pacte cramoisi, qui amplifiait la puissance de n'importe quelle créature, au prix d'un terrible effet secondaire. Teshi a également mentionné l'aide qu'il a reçue d'une voix nommée Ariel, ce qui a surpris Lemia. À partir de là, elle expliqua qu'il pourrait enfin découvrir quel genre de sorcier il était. Ailleurs, Kazim rapporta les événements de la mission à son supérieur, une figure énigmatique appelée Ladra. Même s'il a perdu un bras, Kazim a été félicité pour la quantité d'informations qu'il a obtenues. Ladra a déclaré qu'elle avait besoin de l'aide de Gami pour la prochaine mission de Kazim. Pour ce faire, il a marqué sa main avec un tatouage en forme d'araignée, comme une forme de contrôle. Puis quelques jeunes femmes entrèrent dans la salle pour leur rappeler que le festival allait commencer. Le voleur a laissé une invitation sur une pile de papier avant de partir. Lemia a expliqué à Teshi qu'il était un invocateur, un type rare de sorcier capable de conclure des pactes avec des esprits spécifiques pour accéder à une magie encore plus puissante. Cette information a dérouté Teshi, mais l'a aidé à comprendre la nature d'Ariel. Après une brève conversation avec Almena, Teshi décide de chercher Müller ou Rin pour leur dire qu'il s'est réveillé. En marchant, il s'est retrouvé face à une situation où 2 hommes embêtaient une femme. Elle a profité de l'arrivée de Teshi pour faire croire qu'il était la personne qu'elle attendait. Teshi a facilement repoussé les hommes, mais s'est vite rendu compte que la femme n'était pas réellement en danger, car elle s'est échappée sans effort. Elle s'est présentée comme étant Anastasia, l'ancienne assassine qu'il avait précédemment capturée dans les bidonvilles. Maintenant, Anastasia travaillait pour la guilde et participait à l'enquête sur les vols. Anastasia et Teshi se sont rendus ensemble dans un manoir lié au vol et ont affronté les occupants au combat. En cherchant des indices, Teshi a trouvé la même invitation laissée par Ladra et Kazim. Au crépuscule, Müller et Rin se promenaient dans le marché après avoir accompli une mission importante. Müller pouvait dire que Rin était inquiet pour Teshi. Rin, essayant de se concentrer, dit qu'il irait bien et qu'ils devaient se concentrer sur ce qu'ils avaient à faire. En se promenant autour des stands,
ils ont entendu des discussions entre les résidents sur les augmentations de prix. Au même moment, Müller et Rhin avaient l'impression d'être suivis. Ils ont essayé de semer la zizanie, mais l'agresseur a attaqué soudainement, provoquant une énorme agitation au milieu du marché. Au cours du combat, ils se sont rendus compte qu'il y avait 3 autres personnes qui aidaient l'agresseur initial, ce qui a fait du combat un désavantage de 2 contre 4. À ce moment-là, Gami est apparue portant sa cape d'invisibilité. Elle a rapidement assommé Müller et l'a emmené avec elle, déclarant qu'elle n'aimait pas le faire, mais qu'elle avait reçu des ordres directs de son chef. Rhin a essayé de la poursuivre, mais a été arrêté par les 4 attaquants restants, dont le seul but était d'assurer l'évasion de Gami avec Müller. C'était une situation désespérée pour Rhin. Pendant ce temps, Anastasia et Teshi exploraient les sombres tunnels souterrains sous la ville d'Aspire. L'invitation trouvée indiquait que des gobelins renforcés par le pacte cramoisi étaient rassemblés là. Ils savaient qu'ils devaient empêcher les gobelins d'atteindre la ville. Anastasia a ouvert l'une des portes avec une épingle à cheveux, s'assurant qu'il n'y avait pas de piège. Teshi a profité de l'occasion pour dire que lorsqu'il l'avait capturée, il s'attendait à ce qu'elle ait une vie ordinaire et qu'il était déçu de l'avoir impliquée dans la guilde. Malgré cela, il la remercia pour son aide. Anastasia fut touchée et lui demanda de l'appeler Anna, indiquant qu'elle s'approchait en tant qu'alliée. Pendant ce temps, Rhin était toujours aux prises avec une situation difficile. Se sentant de plus en plus frustrée, elle a décidé d'utiliser ses capacités spéciales pour vaincre les ennemis devant elle. Après les avoir vaincus, elle fut surprise par l'arrivée de Gami. Mais cette fois, Gami n'était pas venu pour se battre. Du moins, pas ce jour-là. Elle a révélé que son chef prévoyait d'utiliser le pacte cramoisi sur Müller, et qu'elle n'était pas d'accord avec cela. Gami considérait Rhin et Müller comme ses proies personnelles et voulait être celle qui serait responsable de leur défaite. Elle a donc révélé l'endroit exact où Müller était détenu. Rhin et elle partageaient désormais le même objectif, bien que pour des raisons différentes. Rhin n'a pas perdu de temps. Il courut vers la tour où Müller était détenu. À son arrivée, elle trouva son ami au centre d'un cercle magique rouge, entouré de sorciers qui s'apprêtaient à l'utiliser comme sacrifice. Rhin a agi rapidement. Il a utilisé ses pouvoirs pour paralyser les sorciers et empêcher le rituel. Il a réussi à sauver Müller à temps. Cependant, le soulagement fut de courte durée. Lodra et Kazim sont apparus soudainement. Lodra s'attendait déjà à ce que Gami abandonne l'emplacement. Il n'était pas là pour se battre, juste pour transmettre un message sombre. Il rapporta qu'une armée de 3000 monstres porteurs du pacte cramoisi était sur le point d'envahir la ville, détruisant tout sur son passage. Et le pire, c'est que Teshi, ailleurs, ne savait toujours pas ce qui allait se passer. Il est devenu clair que les informations trouvées dans le manoir n'étaient rien de plus qu'un piège. À un autre moment, Anastasia a ouvert une porte et a accidentellement marché sur un cercle magique rouge, ce qui a invoqué un puissant golem. La situation est devenue de plus en plus désespérée. Kazim a montré son malaise face à la décision de son chef d'attaquer la ville de l'intérieur et de l'extérieur. Cependant, Lodra est resté ferme. Il croyait que ces sacrifices étaient nécessaires au succès de sa mission principale. Pendant ce temps, Teshi et Anastasia affrontaient le golem qui avait presque tué la jeune fille. Teshi est apparu au bon moment et a utilisé ses pouvoirs pour vaincre la créature. Ce qui les a surpris, c'est l'absence de noyau à l'intérieur du golem, quelque chose de complètement inhabituel. Tous les golems avaient des noyaux. Soudain, la voix d'une fille résonna dans la pièce et une nouvelle porte s'ouvrit, révélant une chambre remplie d'œufs de gobelins. 2 jumelles ont appelé avec enthousiasme cet endroit la chambre de Milo et Milo. Müller et Rhin n'ont pas perdu de temps et sont allés voir Gérard pour l'avertir de l'attaque imminente. Gérard convoqua immédiatement une réunion de tous les aventuriers et gardes d'Aspire. La situation était critique. Les ressources de la ville étaient rares, ce qui rendait impossible la résistance à un siège prolongé. Cette situation extrême avait été provoquée par les attaques planifiées contre les convois. Même s'ils craignaient que Teshi ne soit pas présent, Müller et Rhin assurèrent à Gérard qu'ils feraient tout leur possible, avec les autres aventuriers, pour défendre la ville. Le mien a rejoint la discussion peu de temps après. Il a dit qu'il avait ressenti un immense pouvoir magique et avait décidé de se rendre en ville, craignant le pire. Il s'est porté volontaire pour prendre la place de Teshi sur les lignes de front, renforçant encore l'esprit de résistance des défenseurs. Pendant ce temps, Teshi parlait aux 2 filles qui lui disaient fièrement qu'elles avaient créé à la fois la pièce et le golem géant, puisqu'elles étaient des mages de l'élémentaire. Ils étaient là pour libérer les gobelins, qui avaient reçu l'ordre de faire des choses terribles aux femmes, aux enfants et aux hommes. Teshi a essayé de les convaincre d'arrêter, expliquant que cela les affecterait aussi. Cependant, les filles ont montré un orbe lumineux, avec lequel elles avaient l'intention de contrôler les gobelins. Sans plus attendre, ils réveillèrent les gobelins, qui était incroyablement fort grâce au pacte cramoisi. Teshi a demandé à Anastasia de rester en sécurité pendant qu'il s'occupait des gobelins. Il les combattit, mais contrôla sa force pour ne pas détruire l'environnement qui l'entourait. Cependant, peu importe le nombre de gobelins qu'il a vaincus, les filles continuaient à se réveiller. Ils croyaient que les gobelins ne leur feraient pas de mal, car ils avaient l'orbe. Mais les gobelins ont essayé de les attaquer et ont fini par détruire l'orbe. Maintenant, Teshi devait également les protéger. Il demanda combien de gobelins étaient encore en liberté, mais les filles ne purent répondre, car ils s'étaient déjà répandus dans toute la ville. Teshi les plaça tous les 2 à côté d'Anastasia,
et ils commencèrent tous à se défendre des gobelins côte à côte. La responsabilité de protéger ces 3 filles incombait désormais à Taichi. Dans la guilde, l'atmosphère était tendue. Tout le monde, y compris les gardes, était préoccupé par la gravité de la situation. L'un des gardes extérieurs apporta des nouvelles alarmantes. L'avant-poste nord était tombé aux mains des monstres. Désormais, l'équipe formée par la guilde et les gardes d'Aspire ne comptait plus que 180 membres, contre une horde de 3000 monstres. Pour aggraver les choses, Lemia devait utiliser sa magie tactique pour contenir les ennemis sur les lignes de front, mais cela consommerait la moitié de son énergie magique totale. C'est alors que Rin a eu une idée. Elle se souvint de quelque chose du monde d'où elle venait et suggéra de combiner la magie de la terre, de l'eau et du feu pour créer une explosion massive. Même sans comprendre les principes scientifiques derrière la proposition, tout le monde faisait confiance à Rin. Ils se positionnèrent à l'entrée de la ville et attendirent l'arrivée des monstres. Rin a lancé son plan, qui a parfaitement fonctionné contre la première rangée d'ennemis. L'exploit a impressionné tout le monde, même s'il a laissé Rin visiblement fatigué. Malgré cela, elle a tenu bon. Les combattants ont avancé contre la deuxième vague de monstres. Lemia a apporté une grande contribution en éliminant la plupart d'entre eux, juste au moment où la victoire semblait à portée de main. Un soldat courut vers Gérard et l'avertit qu'un autre groupe de créatures approchait. C'étaient des monstres cramoisis, encore plus forts. À ce moment-là, Taichi est apparu aux côtés d'Anastasia et des jumeaux Milo et Milo. Pendant que Muller, Lemia et Rin affrontaient les monstres restants, les filles décidèrent de protéger Lemia pendant qu'elle préparait une attaque puissante. La stratégie a fonctionné et ils ont réussi à vaincre presque tous les ennemis, ne laissant que 3 gros monstres. Les jumeaux ont décidé d'en affronter un chacun. Taichi, accompagné de Milo et Milo, atteignit finalement le champ de bataille. Rin, d'un autre côté, était en difficulté. Elle avait utilisé trop de magie et s'était retrouvée trop faible pour continuer à se battre. Ses compagnons étaient occupés avec les autres grands monstres et ne pouvaient pas l'aider. Rin croyait que ce serait sa fin. Il aurait aimé pouvoir au moins remercier Taichi pour tout ce qu'il avait fait. C'est à ce moment-là que Taichi est apparu et l'a sauvé, empêchant le coup fatal du monstre. Muller courut vers Rin et la serra fort dans ses bras, soulagé de la retrouver vivante. Taichi expliqua à Lemia tout ce qui s'était passé dans les tunnels souterrains et lui demanda de prendre soin de Muller et Rin pendant qu'il affrontait l'ogre restant. Avec toute sa force libérée, Taichi lança un coup dévastateur sur l'ennemi. Lemia, remarquant les jumeaux à côté d'elle, demanda qui ils étaient. Taichi a expliqué que les 2 filles étaient des mages de l'élémentaire, leurs alliés. Il a demandé à tout le monde de travailler ensemble pour vaincre les monstres restants, tandis qu'il se préparait à affronter les 2 derniers ogres. Pendant que cela se passait, Laudra regardait de loin, impressionné par la puissance dont Taichi faisait preuve. Cependant, lui et ses alliés avaient déjà prévu cette situation et prévoyaient de perturber le festival prochainement. Il servait quelqu'un qui avait prévu tous ces développements. Au siège de la guilde, un soldat est arrivé avec des nouvelles du champ de bataille. Anastasia, qui était restée là pour aider les blessés, a entendu la conversation entre Gérard et le soldat. Elle était profondément inquiète pour Taichi, car il était la seule personne qu'il avait traité comme un être humain et non comme un outil. Il l'avait sauvé et lui avait donné la chance de vivre une vie normale, quelque chose qu'elle désirait plus que tout. Mais alors, une silhouette encapuchonnée lui jeta un sort et lui murmura quelque chose à l'oreille. Anastasia se sentit obligée de tout abandonner et de se diriger vers le champ de bataille. Les aventuriers continuèrent à se battre, utilisant toutes les armes et stratégies possibles contre la vague infinie de créatures cramoisies, qui ne montraient aucun signe de retraite. Ils se sont battus de toute leur force pour protéger la ville. Taichi, utilisant 100% de sa puissance, a réussi à vaincre chacun des chefs ogres. Cependant, cette victoire lui a épuisé une grande partie de son énergie. Pensant que les plus grands dangers avaient été surmontés, il se détendit un instant. Mais ce moment de soulagement a eu un prix élevé. Le sol trembla violemment et Taichi dut sauter dans le ciel pour éviter d'être entraîné dans un cratère qui s'ouvrit sous ses pieds. Des griffes acérées sortirent du trou et détruisirent les corps des ogres. Lemia était extrêmement inquiète lorsqu'elle a été témoin de ce qui a suivi. Un dragon doré à 2 têtes émergea des profondeurs de la terre. Cette vue surprit Lemia et les autres, car ces dragons vivaient généralement dans des nids souterrains et s'impliquaient rarement dans des combats humains. Mais ils intervenaient désormais directement dans le conflit. Rin a repéré une femme inconnue sur le champ de bataille, mais ne lui a pas prêté attention immédiatement. Taichi était également confus par la présence du dragon. Lemia expliqua que, pour une raison inconnue, cette créature s'était réveillée, bien que les guerres humaines ne soient normalement pas une raison suffisante pour la déranger. Taichi comprit qu'il devrait affronter le dragon. Il a demandé aux autres de retourner en ville et de commencer à préparer l'évacuation au cas où la situation deviendrait incontrôlable. Rin a laissé Milo et Milo aux soins de Muller, mais a décidé de rester aux côtés de Taichi pour l'aider au combat. Taichi était heureux d'avoir son meilleur ami avec lui, mais a demandé à Rin de ne pas se battre car il ne voulait pas la blesser en libérant toute sa puissance. Il s'avança vers le dragon, essayant d'utiliser ses mouvements aériens, mais la créature ne répondit pas. N'ayant pas d'autre choix, il a dû se battre avec le pouvoir dont il disposait à ce moment-là. Sa première attaque n'eut aucun effet. Rin a essayé d'aider, mais la deuxième tête du dragon a bloqué son approche,
la forçant à battre en retraite. Même avec sa vitesse, Teshi a fini par être blessé. La créature l'a frappé et l'a rendu plus faible. Teshi réalisa que le dragon n'utilisait pas toute sa puissance, ce qui le fit s'interroger sur la véritable raison de son réveil. Soudain, Anastasia arriva à l'endroit où se trouvait Teshi. Elle n'avait pas l'intention d'intervenir, mais lorsque Teshi l'a réprimandée pour sa présence, elle a semblé se réveiller d'un état de confusion. Anastasia a dit qu'elle n'avait pas prévu de s'impliquer, mais la deuxième tête du dragon s'est préparée à attaquer et à tirer un coup de feu sur les deux. Teshi, blessé, n'a pas pu se déplacer assez rapidement pour éviter le coup. Anastasia l'a alors repoussé et a été frappée à sa place. Grièvement blessée, Anastasia n'a pas survécu, malgré les efforts de Teshi pour l'aider. Elle est morte dans ses bras. Avant de partir, il a demandé à Teshi d'être son ami et a souri, heureux d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi gentil. Désespéré, submergé par la douleur et la colère, Teshi hurla de souffrance. Il se sentait dévasté de ne pas avoir pu la protéger, malgré la promesse qu'il lui avait faite. Même sans réponse d'Ariel, il a continué à demander du pouvoir. Je n'ai pas abandonné. Il a persisté jusqu'à ce qu'il obtienne enfin son attention. Ariel apparut devant lui et lui proposa de lui accorder du pouvoir, car les sentiments intenses de Teshi représentaient un ordre pour elle. Maintenant, Teshi pouvait voir la vraie forme d'Ariel. Elle regrettait profondément de ne pas avoir pu l'aider plus tôt. Il a expliqué qu'il y avait une règle qui empêchait les esprits d'utiliser leur pouvoir sans ordre clair de leurs invocateurs. Et Teshi était son invocateur. Jusqu'à ce moment, il n'avait pas scellé de pacte formel. Ariel avait fait une exception la première fois car elle sentait que la vie de Teshi était en danger. Teshi réalisa qu'il craignait son véritable pouvoir, mais il réalisa maintenant qu'il en avait besoin pour protéger ceux qu'il aimait. Il décide alors de sceller le pacte avec Ariel. L'accord a été officialisé lorsqu'il a exprimé sa volonté de recevoir le pouvoir et a montré qu'il était prêt à l'accepter. Teshi a laissé le corps de Rin et Anastasia aux soins de Lemia et Muller. Maintenant, avec le nouveau pouvoir dans son corps, il était prêt à affronter à nouveau les dragons. Les créatures ont reconnu sa force et sa détermination. Lorsque Teshi a demandé pourquoi ils étaient là et ce qu'ils devaient faire pour les faire partir, les dragons ont dit qu'il ne répondrait à ces questions que s'il démontrait tout son véritable pouvoir. Teshi accepta le défi et les dragons attaquèrent de toute leur force. Les deux chefs ont lancé des attaques dévastatrices. Teshi, utilisant sa nouvelle force, réussit non seulement à se défendre, mais aussi à frapper le dos du dragon avec un coup puissant. Les créatures semblaient satisfaites du résultat. Ils ont révélé qu'ils avaient été envoyés par quelqu'un qui souhaitait forcer Teshi à utiliser tout son pouvoir. Avant de partir, les dragons ont laissé un avertissement. Les dragons ont dit qu'une personne le guiderait et que, par conséquent, il devait devenir encore plus fort. Ils ont expliqué que tout ce qui s'était passé ce jour-là était important pour l'équilibre du monde. Après cela, les dragons se retirèrent. Wadra est retourné dans une pièce sombre, où une femme était assise derrière un voile. Elle a déclaré que Teshi avait réussi le test qu'ils avaient préparé. Il ne restait plus qu'à continuer de le guider. Un certain temps s'est écoulé depuis l'invasion du monstre et la grande bataille. Aspire a commencé à revenir à la normale. Les attaques contre les convois ont cessé et les prix sont revenus à leurs niveaux antérieurs. C'était une petite consolation pour les nombreuses personnes qui avaient perdu quelqu'un lors de l'attaque, une façon de montrer que le sacrifice n'avait pas été vain. Teshi visitait souvent la tombe d'Anastasia. J'avais l'habitude de lui apporter des fleurs et de lui parler pendant quelques minutes. Chez Lemia, Teshi a convoqué Ariel pour démontrer ses nouveaux pouvoirs à ses amis. Ils étaient au milieu d'une conversation tranquille lorsqu'ils virent une voiture royale s'approcher. C'était un messager du roi Gilmé. Son nom était Elsina. Elle les informa que le roi avait demandé leur présence dans la capitale, Wenifix, car il avait besoin d'aide. Comme la demande venait du roi lui-même, il n'y avait aucun moyen de refuser. Tout le monde monta dans la voiture royale et, tout au long du chemin, entendit parler des problèmes rencontrés dans le palais. Au cours des 30 dernières années, le royaume magique d'Elistin était divisé en deux factions. Un groupe soutenait le roi Gilmé, et un autre groupe soutenait son jeune frère, le duc d'Ordesem. Le roi avait assumé le trône légalement et avait maintenu des dialogues avec d'autres pays, renforçant les alliances et prêtant des sorciers aux nations alliées. Le duc, en revanche, était plus conservateur et n'était pas d'accord avec le partage des connaissances magiques ou la coopération avec d'autres royaumes. Il pensait que cela affaiblirait Elistin. Ce désaccord poussa le duc à organiser une rébellion, qui mit le royaume au bord de la guerre. Pour cette raison, le roi Gilmé avait convoqué Teshi et ses compagnons. Lorsqu'ils arrivèrent à la capitale, Wenifix, ils furent surpris. La ville était très différente d'Aspire. Il y avait des bâtiments exquis, mais il était pratiquement vide. Les quelques personnes dans la rue se sont précipitées dans leur maison lorsqu'elles les ont vues. Lemia devint méfiante et commença à poser des questions à Elsina sur la véritable raison pour laquelle le roi voulait rencontrer Rin et Teshi. Elsina répondit simplement que ce n'était rien de grave et que le roi voulait les voir en personne. Elle avait l'air nerveuse. Soudain, une flèche fut tirée sur eux, mais tout le monde était vigilant et réussit à l'esquiver, protégeant même Elsina. Un soldat, chargé d'éliminer le groupe, informa le duc d'Ordesem que la mission avait échoué. Le groupe, accompagné d'Elsina, arriva au château. En entrant dans la salle royale, ils remarquèrent des regards hostiles de la part de certains des officiers présents. Elsina les présenta à Bella,
la magicienne en chef du roi, et au général Sumela, commandant des forces armées. Charlotte, la fille du roi, était également présente. Finalement, le roi Gilmé entra. Tout le monde a fait preuve de respect et de formalité, sauf le Mia. Le Mia a exigé que le roi soit direct, ce qui a surpris tout le monde dans la salle. Le roi ordonna alors à Sumela et Bella de conduire le groupe hors de la pièce. Il semblait que le roi et le Mia se connaissaient déjà, ce qui dispensait de formalités. Le Mia était prêt à aider le roi, mais lui imposait certaines conditions. Le roi accepta et demanda à Elsina de s'occuper du reste. Avant de partir, le Mia a exigé que le roi révèle la vérité sur l'invocation de Téchi et Rin. Le roi a admis qu'il avait appelé les deux hommes parce qu'il avait besoin de leurs pouvoirs exceptionnels pour réprimer la rébellion. Il s'est excusé pour cela. Téchi se sentit extrêmement mal à l'aise avec les paroles du roi. Je pensais que c'était égoïste de les arracher à un monde pacifique et sans guerre et de les forcer à se battre. Mais à ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le roi a pris la responsabilité de tout. Le groupe a été conduit dans les chambres où ils allaient séjourner. Rin était dans la chambre de Téchi et les deux parlaient de leurs sentiments envers le roi. À ce moment-là, Elsina frappa à la porte et annonça que quelqu'un voulait leur parler. La visiteuse était la princesse Charlotte. Elle s'est excusée et a révélé que c'était elle qui les avait invoqués dans ce monde. Il a commencé à tout expliquer, en disant d'abord qu'il avait la capacité de manipuler le temps et l'espace. Elle se sentait coupable de les avoir jetés tous les deux dans un monde rempli de monstres et d'avoir mis si longtemps à les trouver. Elsina a essayé de prétendre que l'idée venait du roi, mais la princesse a expliqué que, même avec des doutes, elle avait décidé d'agir pour protéger son peuple et son pays, tout comme son père l'avait fait. Charlotte a révélé qu'initialement, seul Téchi serait invoqué. Cependant, le frère de son père avait envoyé un assassin qui a interféré avec le sort, provoquant l'arrivée de Rin dans ce monde également. Les deux hommes ont demandé s'il y avait un moyen de rentrer chez eux. Charlotte répondit que, du moins pour elle, ce n'était pas possible. Le sort d'invocation ne pouvait être utilisé qu'une fois dans une vie, et les mages capables de l'exécuter, comme Téchi, étaient extrêmement rares, peut-être 1 sur 1 million. Charlotte a promis qu'une fois la rébellion résolue et le royaume stabilisé, elle trouverait un moyen de les renvoyer dans le monde d'où ils venaient. Téchi et Rin n'étaient pas en colère contre elle, peut-être parce qu'elle était une jeune femme gentille et non un vieil homme manipulateur, et parce qu'il lui faisait confiance pour tenir parole. Ils s'étaient fait des amis depuis leur arrivée et savaient que Charlotte se souciait de son peuple. Ils voulaient donc contribuer à mettre fin au conflit et rentrer chez eux une fois que tout serait rentré dans l'ordre. La conversation s'est terminée lorsque le Mia a appelé Téchi pour la rejoindre à l'extérieur. Sumela a organisé un duel pour tester la force de Téchi. Elle n'a ménagé aucun effort et est immédiatement passée à l'attaque. Le Mia avait suggéré ce combat parce que les soldats de Sumela se méfiaient des nouveaux venus, croyant qu'ils ne savaient pas se battre. Sumela, connue pour être la guerrière la plus forte du royaume en combat physique, s'est battue avec tout ce qu'elle avait pour mettre Téchi à l'épreuve. Téchi a envisagé d'appeler Ariel, mais a décidé de relever le défi par ses propres efforts. Petit à petit, il s'habitue au rythme du combat et parvient à suivre Sumela, ce qui surprend tout le monde. À la fin, Téchi l'a vaincue et elle a abandonné le combat. Sumela s'est excusée de l'avoir testé, mais a ensuite dit quelque chose d'inattendu. Elle a demandé si Téchi voulait l'épouser, ou, s'il avait déjà une femme, il a dit qu'il accepterait d'être le deuxième. Téchi est devenu nerveux, surtout lorsqu'elle a mentionné qu'elle voulait avoir 3 enfants. Malgré cela, il a immédiatement refusé. Plus tard dans la nuit, Téchi était seul et a convoqué Ariel pour lui montrer la belle vue du royaume. Ariel, cependant, réalisa que quelque chose le dérangeait. Téchi a révélé qu'il avait peur de blesser quelqu'un à cause de sa force, surtout maintenant qu'ils allaient combattre des humains, et non plus des monstres. Il s'inquiétait également pour Rin, car il ne voulait pas qu'elle soit blessée ou forcée de prendre la vie de quelqu'un. Ariel a essayé de le réconforter, et ses paroles l'ont réconforté. Après cela, Téchi se rendit dans la chambre de Rin car elle avait laissé la porte mal fermée. Il l'a vue par accident en sous-vêtements en sortant de la douche, ce qui a provoqué un moment embarrassant. Ailleurs dans le palais, la princesse Charlotte priait pour la sécurité de Téchi, mais fut interrompue par Lodra, le cardinal. Il la rassura en lui disant que tout irait bien, même s'il était secrètement responsable de l'attaque des monstres, ce que personne ne savait. Le lendemain, Téchi se rendit au jardin royaux et dit à Rin que le Mia voulait qu'ils assistent tous les deux à une réunion avec l'armée royale au sujet de la guerre. Rin était occupé à s'occuper des plantes séchées qui avaient été ignorées ces derniers jours. Dans un autre endroit, le duc discutait de stratégie avec ses subordonnés de guerre, même s'ils n'étaient pas d'accord. La décision finale a été prise par Niljan, ce qui a déplu à Marchez, qui voulait d'abord éliminer Téchi et Rin. Niljan proposa de déclencher la guerre immédiatement et de prendre le contrôle du royaume, mais le duc espérait toujours que Téchi et Rin n'interféreraient pas avec ses plans. Le roi Gilmé fut informé que l'armée ennemie se mobilisait. Il ordonna à Sumela et Bella de préparer les soldats et les sorciers pour la bataille. Sumela était chargé d'expliquer le plan de combat au groupe d'aventuriers. Le Mia se méfiait de cette stratégie car les forces de son frère arrivaient avec seulement 1000 soldats, alors que le royaume en comptait 3000. Sumela a promis qu'elle prendrait des précautions de toute façon. Téchi et Rin ne comprenaient pas vraiment le plan,
car ils n'avaient jamais participé à une guerre auparavant, mais Muller les rassura en disant qu'ils devaient simplement suivre les ordres. Teshi a exprimé son angoisse, car combattre des monstres était différent de blesser des gens. Lemia se souvint que dans ce monde, il n'y avait pas de choix, et que la confrontation avec les humains ou les monstres exigeait la même décision, attaquer ou être attaqué. Après l'explication, les deux hommes ont reçu l'ordre de se reposer, car ils devraient se lever tôt. Teshi a décidé de rendre visite à Rin, mais il a préféré ne pas parler de ce qui l'inquiétait. Alors qu'il était sur le point de partir, Rin l'arrêta et lui demanda de rester dans sa chambre cette nuit-là, disant qu'elle était nerveuse à propos de toute cette situation. Elle comparait la tension à la veille de ses anciens matchs de tennis, mais maintenant c'était la guerre, et elle ne voulait voir personne mourir. Même face à une guerre, Teshi a suggéré à Rin de ne pas participer au combat, car cela ne faisait pas partie du plan d'invocation original. Mais Rin a déclaré qu'il était entré dans le cercle de son plein gré et qu'il souhaitait désormais protéger ses amis et aider à mettre fin au combat. Muller et Lemia ont également parlé de la guerre à venir et de leurs inquiétudes pour Teshi et Rin, mais leur conversation a été interrompue lorsque Lemia a ressenti une étrange présence. Un assassin avait été envoyé par Marchez, un allié du duc de Dordesem, qui ne voulait pas que Niljan reçoive tout le mérite de la bataille. Le tueur a fait irruption dans la pièce où il pensait que Teshi et Rin se trouveraient et a attaqué le lit avec un poignard, pensant que les deux dormaient là. Mais Teshi avait déjà remarqué sa présence et, avec le groupe préparé, ils ont affronté l'envahisseur. Le tueur a essayé d'attaquer Rin, mais n'a coupé qu'une mèche de ses cheveux. Cela a rendu Teshi furieux, qui a chargé vers l'ennemi, presque hors de contrôle. À ce moment-là, il n'avait pas peur d'être blessé ou de mourir, mais il ressentait une profonde terreur à l'idée de perdre les personnes qu'il avait promis de protéger, comme cela s'était produit avec Anastasia. Lemia l'empêcha de nuire davantage à l'ennemi, car il pensait qu'il pourrait obtenir des informations de lui. Cependant, le tueur a refusé de coopérer. Il s'est libéré de Teshi, a ingéré une capsule de poison et a sauté du balcon, mourant sur le coup. Le lendemain, les armées ennemies étaient prêtes à l'affrontement, mais le royaume était également préparé. Teshi fut le premier à agir. Avec l'aide d'Ariel, il a ouvert un énorme cratère dans le sol, forçant l'ennemi à emprunter un chemin plus long, ce qui en faisait des cibles faciles. Cependant, Lemia devint inquiète lorsqu'elle remarqua que les soldats ennemis semblaient mal équipés, ce qui pouvait indiquer qu'ils avaient sous-estimé leurs adversaires. Bientôt, tout le monde s'est rendu compte que les soldats ennemis pouvaient utiliser des attaques à longue portée avec des pouvoirs élémentaires. Cela a pris tout le monde par surprise, car ils ne s'attendaient pas à ce que tant d'entre eux soient des sorciers. Teshi a analysé et s'est rendu compte que tout le monde portait des bagues. Lemia a expliqué que ces anneaux contenaient des pierres magiques qui permettaient de lancer des sorts simples. Mais les soldats utilisaient ces anneaux de manière imprudente, ne sachant pas que plus ils utilisaient de magie, plus ils perdraient d'énergie vitale, ce qui pourrait entraîner leur mort. Les aventuriers étaient déterminés à empêcher leurs ennemis de subir un sort aussi tragique, mais les soldats de Sumla hésitaient à arrêter l'attaque. Les soldats hésitaient à intervenir, pensant que si les ennemis mouraient d'eux-mêmes, la bataille deviendrait plus facile. Cependant, Sumla et Bella, la magicienne du royaume, ne voulaient pas voir leurs ennemis mourir inutilement, alors elles ont soutenu le plan du groupe pour empêcher la consommation d'énergie vitale causée par les anneaux. Lemia a conçu une stratégie qui nécessitait l'aide de Rin. Pendant ce temps, les soldats ennemis continuaient d'attaquer, même s'ils étaient visiblement affaiblis par la perte d'énergie. Niljan, leur chef, leur a ordonné de ne pas abandonner et de concentrer leurs attaques sur Rin et les autres. Ariel a créé une barrière protectrice pour les défendre, et Muller s'est positionné devant Rin pour empêcher les attaques qui traversaient la barrière de l'atteindre, permettant à Rin de se concentrer sur sa magie. Lemia, avec les autres sorciers, a invoqué des nuages gris pour faire pleuvoir. Rin lança alors un puissant rayon sur le sol humide où se trouvaient les soldats affaiblis. La décharge électrique s'est propagée, les frappant tous avec une grande intensité. Animachu, le conseiller et bras droit du duc, arriva sur le champ de bataille et fut impressionné par la stratégie de Rin. Niljan, désespéré, supplia Animachu de ranimer les soldats et l'accusa d'avoir donné les anneaux magiques promettant la victoire. Animachu répondit en plongeant une lame dans Niljan, le qualifiant d'échec et déclarant qu'il n'était plus utile. La bataille s'est terminée par la défaite des troupes ennemies, apportant un soulagement à tout le royaume. Cependant, Kazim restait obsédé par les éloges adressés à Teshi. Il montra à Gami une statue d'apparence sombre, suggérant que la silhouette provoquerait la fin de Teshi. Le lendemain matin, Rin se rendit dans les quartiers de Teshi pour le réveiller. En la voyant, il pensa la complimenter sur sa beauté, mais au lieu de cela, il s'enfuit pour vomir. Il avait trop mangé la veille et souffrait maintenant d'indigestion. Lemia et Muller arrivèrent dans la salle pour informer que le roi Gilmé avait convoqué tout le monde dans la grande salle royale. Devant tout le monde, le roi Gilmé a félicité le groupe pour sa performance extraordinaire sur le champ de bataille. La princesse Charlotte a exprimé le désir de les récompenser pour leur bravoure. Elle a offert des armes et des objets rares de la collection royale,
que le groupe a accepté avec gratitude. Chaque personne a choisi l'objet qui a le plus retenu son attention. Teshi s'est immédiatement intéressé à un katana et l'a choisi sans hésitation. La princesse expliqua que l'épée n'avait pas été forgée dans le royaume et que les soldats refusaient de l'utiliser à cause de sa lame fine. Teshi a compris que dans un monde dominé par des épées lourdes et larges, un katana n'était pas un choix populaire. Mais pour lui, posséder un katana était un rêve personnel. Armé de ces nouveaux choix, Sumla a suggéré de s'entraîner avec Teshi. Le Mia approuva l'idée et décida de tester l'anneau magique qu'il avait reçu. Les autres, voyant la puissance de l'équipement, décidèrent également de tester leurs nouvelles armes. Sumla, au fond d'elle, voulait à nouveau combattre Teshi, qu'elle considérait comme son futur mari. Cependant, le voyant encore en train de se remettre d'une indigestion, il le secoua violemment et Teshi s'évanouit, échappant ainsi à la confrontation. Au marché, Teshi remarqua que beaucoup de gens le regardaient. Il imaginait qu'il voyait Ariel, mais il réalisa bientôt que personne d'autre que lui ne pouvait la voir. En fait, les gens le regardaient parce qu'il avait défendu la ville la veille. Même les enfants se sont approchés avec enthousiasme pour le rencontrer et lui serrer la main. De retour sur le terrain d'entraînement, Teshi sentit la présence de Kazim émerger de l'ombre. Teshi fut surpris de voir que Kazim avait perdu un bras, mais Kazim lui rappela qu'il avait lui-même causé cette blessure, bien que Teshi ne le sache pas, car il s'était évanoui de rage peu de temps après le coup. Kazim a déclaré qu'il voulait l'affronter et lui a proposé un duel. Teshi a essayé d'éviter le combat pour ne pas impliquer les innocents. Kazim, cependant, a révélé qu'il avait empoisonné le puits de la capitale et que si Teshi refusait le duel, les conséquences seraient désastreuses. N'ayant pas d'autre choix, Teshi suivit Kazim dans un endroit isolé. Sur le terrain d'entraînement du royaume, Rin et Muller se sont entraînés en affichant leurs nouvelles armes. Le Mia parlait à Sumla. Le général expliqua que les duels avaient été suggérés pour calmer les soldats et parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles le duc avait mobilisé une partie de son armée et que peut-être la bataille commencerait cette nuit-là. Dans un endroit isolé, Kazim montra à Teshi une statue maudite, un cadeau de Lodra, sa supérieure. La statue servirait à équilibrer le combat, réduisant la puissance de Teshi au niveau de Kazim. Selon Kazim, Teshi a eu de la chance et n'a pas eu autant de mal à devenir fort. Par conséquent, dans ce combat, le gagnant serait celui qui aurait fait le plus d'efforts. Ariel a essayé d'arrêter Teshi, craignant qu'il ne retrouve jamais son pouvoir. Malgré cela, Teshi accepta le combat. Ariel, irrité, le quitta un instant, mais finit par revenir assister au duel. Kazim avait déjà activé le pouvoir de la statue, et les deux commencèrent à se battre avec des coups de poing et des sorts. Tous deux ont été grièvement blessés. Kazim croyait que ce serait son coup final. Teshi était inquiet, ne sachant pas comment il arrêterait l'attaque avec seulement sa force. C'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu de toute la formation qu'il avait suivie. Fermement, il saisit son katana et lança un coup qui détruisit la technique de Kazim, projetant l'ennemi contre le mur. Kazim comprit qu'il ne pouvait pas gagner et abandonna, libérant Teshi et mettant fin à la confrontation. Kazim a dit à Teshi qu'il pourrait retrouver son pouvoir s'il détruisait l'artefact. Soudain, l'artefact a commencé à briller et une silhouette sombre sous la forme d'un spectre noir est apparue et a attaqué Teshi. Kazim soupçonnait que Ladra avait fait autre chose avec l'objet. Teshi a essayé de le frapper, mais cela n'a eu aucun effet. Il était coincé. Puis, de manière inattendue, Gami est apparue et a défendu Teshi. Elle a brisé l'artefact, mais la créature n'a toujours pas disparu. Teshi réalisa ce qu'il devait faire et utilisa son énorme puissance éolienne, ce qui élimina finalement l'être étrange et fit revenir ses pouvoirs. Plus tard, Teshi voulait vraiment parler à Kazim. Cependant, Gami expliqua que Kazim regrettait profondément d'avoir sous-estimé Teshi, et que maintenant sa fierté était blessée. Gami a déclaré que Kazim connaissait le fardeau de devenir fort et appréciait ceux qui faisaient des efforts. Son seul regret était de ne pas avoir reconnu plus tôt le véritable talent de Teshi. Alors que Kazim réprimandait Gami pour avoir trop parlé, Teshi mentionnait qu'il avait eu un professeur extrêmement exigeant qui l'avait façonné en ce qu'il était. Gami a aidé Kazim à se relever. Alors qu'il s'apprêtait à dire au revoir à Teshi, une énorme agitation commença dans la ville. La panique s'est installée et tout le monde a commencé à courir et à se cacher. L'armée rebelle avait déclaré la guerre. Le voleur a parlé à son maître, Lady Shade, et lui a expliqué qu'elle avait livré quelque chose à Kazim pour l'aider dans sa vengeance. Elle a dit que tout se déroulait comme prévu et qu'ils étaient prêts pour l'étape suivante. Alors que tout le monde se préparait pour la grande bataille, Teshi trouva Rin. Il a promis qu'il la protégerait à tout prix. Mais Rin lui a fait promettre qu'elle se battrait aussi. Ils ont tous deux décidé de se protéger l'un l'autre. Lorsque le jour commença, tout le monde était prêt à affronter la confrontation décisive qui définirait le sort du royaume. Le duc se préparait à affronter son frère et à prendre le trône. Il demanda à Animachu si la victoire était assurée. Animachu répondit oui. Ils avaient rassemblé des soldats expérimentés et prévoyaient de neutraliser les mages du royaume, tandis qu'Animachu s'occuperait personnellement de Teshi. Le roi Gilmé s'adressa à tous les soldats, leur demandant de se battre courageusement pour le peuple du royaume. L'armée marcha vers le champ de bataille et les combats furent intenses et grandioses. Les sorciers du royaume ont aidé en éliminant certains ennemis. Teshi, avec le pouvoir de l'esprit du vent,
a survolé le camp ennemi pour affronter directement les soldats. Chaque aventurier fait désormais face à un adversaire. Rin combattait une fille extrêmement agile nommée Susora. Muller faisait face à Marsh, qui s'efforçait de paraître charmant. Lemia, connu comme le magicien des feuilles mortes, s'est battu en duel contre Mistfollow, un puissant sorcier. Teshi est allé voir le duc pour essayer de parler. Il a dit qu'il était venu en tant que messager du roi et qu'il recherchait la paix. Il demanda au roi et au duc de penser au peuple et de ne pas continuer à se battre. Il a ajouté que s'ils se rendaient, le roi avait promis de ne pas leur faire de mal. Mais s'il refusait, Teshi pourrait facilement emmener le duc devant le roi. Le duc semblait réfléchir à ce qu'il entendait, mais l'Animachu lança un sort qui ranima les soldats inconscients à l'extérieur du camp. Lemia, même si elle semblait désavantagée face au pouvoir de Mistfollow, créa un nouveau sort sur place. Il surprit le sorcier déjà blessé avec une autre attaque, puis invoqua un immense sort pour le vaincre une fois pour toutes. Muller, à son tour, était en colère contre les commentaires de Marsh se moquant de la défaite de Mistfollow, son propre allié. Lorsque Marsh réussit à la désarmer, Muller utilisa son poignard et le frappa d'un coup fatal. Teshi est revenu pour parler de paix à Dordesem, mais le duc a refusé. Il a demandé pourquoi Teshi n'avait pas simplement pris le royaume avec son immense pouvoir. Teshi a répondu qu'il n'aimait pas la vraie vie et qu'il ne voulait pas être un tyran ou forcer qui que ce soit à le suivre. Dordesem a fièrement déclaré qu'il se battrait jusqu'au bout pour protéger le royaume. Ariel a remarqué quelque chose d'étrange et a averti Teshi. Lui et le duc virent qu'Animachu émanait une énergie anormale, et tous les soldats tombés au combat commencèrent à se relever comme des zombies. Ces créatures attaquaient sans discrimination, sans faire de distinction entre alliés et ennemis. Lors du combat entre Rin et Susora, Rin a réussi à la blesser et à prendre le dessus. Susora a reconnu la force de Rin, mais ils se sont tous deux retrouvés en danger à cause des soldats zombies. Ils ont décidé d'unir leurs forces contre cette nouvelle menace. Le duc ne comprenait pas ce qui se passait, car il ne connaissait pas les plans d'Animachu. Finalement, Animachu a avoué qu'il avait manipulé le champ de bataille depuis le début avec une magie puissante. Il a déclaré qu'il avait trompé le duc pour qu'il déclenche la guerre sur ordre de sa maîtresse. Animachu a révélé qu'il ne vivait que pour servir Lady Shade et qu'il voulait semer le chaos dans le monde. Son corps a commencé à se dématérialiser alors qu'il offrait son âme à cette entité supérieure. Face à la destruction qui s'étend, le duc, pris de remords, décide d'aider Teshi à affronter les berserkers. Il y a longtemps, une guerre a eu lieu, connue sous le nom de Bloody Rhapsody. Cela avait commencé 200 ans plus tôt à cause d'un conflit frontalier entre les empires de Garjan et de Sketlit. Au début, tout le monde pensait que ce serait un conflit bref, mais cela s'est transformé en une tragédie gigantesque. Les soldats sont devenus fous, attaquant tout le monde, y compris leurs propres alliés et des civils innocents. Ils étaient consumés par une soif irrationnelle de sang. Cette guerre fut marquée par une extrême sauvagerie et est restée dans les mémoires jusqu'à aujourd'hui pour avoir causé la mort de 700 000 personnes des deux côtés. Lemia expliqua à Muller que tous les soldats sous le commandement du duc étaient contrôlés par une puissante magie noire, invoqué par quelqu'un de très dangereux qui maîtrisait la sorcellerie interdite. Lemia a déclaré que la seule façon de mettre fin à ce contrôle serait de vaincre celui qui l'a commencé, sinon les soldats ne s'arrêteraient pas et continueraient à tout détruire dans les villes. Rin et Susura se battaient côte à côte. Rin a essayé de ne pas blesser les soldats, mais Susura les a éliminés sans hésitation. Comme Susura était une mercenaire à gages, Rin a décidé de formaliser un accord avec elle afin qu'elles puissent se battre ensemble. Susura accepta et dit que sa récompense serait simplement de sortir de la vivante. Rin a suggéré qu'ils rencontrent les autres avant de décider de leur prochaine étape. Teshi continuait à faire face aux soldats dans un état de rage, qui se relevait à chaque fois qu'il les renversait. Dordesem a insisté pour qu'il ne se retienne pas et qu'il élimine les soldats qu'il rencontre, car c'était le seul moyen d'empêcher que la tragédie du passé ne se répète. Sumla, Lemia et Muller ont également affronté les soldats avec cet état d'esprit, conscients d'être sous contrôle mais agissant pour protéger les civils. Tout le monde savait que ce n'était pas idéal, mais ils se sentaient obligés d'agir. Cela contrastait avec le désir initial de Rin et Teshi d'utiliser leur pouvoir pour protéger et aider. Cependant, à ce moment-là, Teshi accepta qu'il devait faire tout ce qui était nécessaire pour protéger ceux qu'il aimait et accepta la décision du duc. Mais juste au moment où il était sur le point d'exécuter les soldats, Ariel apparut. Elle a admis qu'elle avait menti sur son apparence et sur le pouvoir qu'elle avait donné à Teshi. Il a révélé que son véritable pouvoir était si intense qu'il pouvait le blesser s'il n'était pas bien contrôlé. Ariel a finalement compris à quel point Teshi était déterminé à protéger ceux qu'il aimait. Il a donc révélé sa véritable forme. Rin est arrivé peu de temps après, même avec sa jambe blessée après le combat avec Susura. Teshi se sentait coupable de ne pas l'avoir protégé auparavant, mais maintenant, avec le pouvoir entre ses mains, il était prêt. Il invoqua l'esprit élémentaire sylphide, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le cercle de malédiction de Briscure a disparu et tous les soldats n'étaient plus contrôlés. Ce sort était considéré comme impossible, car tout le monde pensait que la seule façon de briser le contrôle serait de vaincre celui qui l'avait créé. Ariel, désormais sous sa vraie forme,
a révélé que son vrai nom était Sylphide. Elle était la reine de tous les esprits et possédait un pouvoir gigantesque. Teshi lui a demandé si elle était toujours Ariel, et elle a expliqué qu'elle était à la fois Ariel et Sylphide. Teshi se sentit soulagé. Les soldats en colère ont disparu, mais les ennuis n'étaient pas encore terminés. Animachu s'était transformé en une créature monstrueuse après avoir donné son âme à l'entité qu'il vénérait, Lady Shade, et possédait désormais un nouveau pouvoir. Animachu a déclaré que tous les événements depuis l'arrivée de Teshi avaient été planifiés par cette dame noire. La princesse n'était qu'une pièce dans son jeu. Selon Animachu, Teshi était censé servir d'épée et de bouclier à Lady Shade, bien qu'il n'ait pas révélé qui elle était vraiment. Le combat a commencé. Animachu, malgré son apparence terrifiante, a fait face à un Teshi furieux. Teshi était furieux d'avoir été utilisé comme un outil dans une guerre qui blessait des innocents. Il continua d'attaquer Animachu avec force jusqu'à ce que l'ennemi soit affaibli. Animachu a demandé à Teshi de mettre fin à ses jours, affirmant qu'il ne pourrait pas le faire car il était trop humain. Teshi, même s'il était conscient qu'il renoncerait à une partie de son humanité, décida qu'il devait agir pour protéger ceux qu'il aimait. Puis, d'un coup final, il mit fin à la vie d'Animachu, qui mourut satisfait d'avoir accompli la volonté de son maître. La guerre était finie. Les rues du royaume étaient remplies de gens célébrant la victoire. Teshi, après avoir utilisé autant de magie, s'est évanoui et est resté au lit pendant plusieurs jours. Le Mia est allé le voir, lui a demandé de se reposer et l'a remercié d'avoir mis fin à la guerre. La princesse s'est également précipitée et le Mia a taquiné les autres filles pour être si inquiète, disant que Teshi n'avait besoin que de quelques jours pour récupérer. La guerre avait laissé de profondes cicatrices des deux côtés, mais la capitale de Winifix commençait à se reconstruire. En récompense, Teshi et ses amis devinrent conseillers du royaume et reçurent une importante somme d'or pour ce qu'ils avaient fait. De plus, ils faisaient partie d'une unité militaire spéciale, qui pouvait être appelée chaque fois que le royaume était en danger. Mais ce n'était pas que de bonnes nouvelles, car après tout, le roi Gilmé devait punir son frère pour trahison. Teshi n'était pas entièrement satisfait du résultat. Le Mia a expliqué qu'il avait pris la bonne décision. Parfois, des choix difficiles devaient être faits, et la souffrance faisait partie de ce qui le rendait humain. Après avoir dit au revoir à la princesse, les aventuriers sont retournés à Aspire. En chemin, Teshi s'est promis qu'il utiliserait son nouveau pouvoir pour protéger ses amis et découvrir qui était la mystérieuse femme mentionnée par Animachu. Tout le monde était fatigué après la bataille de Winifix, mais lorsqu'ils sont arrivés à Aspire, ils ont trouvé la ville décorée de lanternes. Muller et le Mia ont expliqué qu'il s'agissait du festival de la nuit étoilée, une célébration spéciale où les vivants et les morts se rencontraient. La légende raconte que ce jour-là, les portes du monde des morts s'ouvriraient et que les esprits des défunts reviendraient leur rendre visite. Ils reprenaient leur apparence d'antan, et les lanternes les guidaient pour se souvenir de leur vie ou revoir leurs proches. Cependant, tout n'était pas beau et paisible. Les gens achetaient des amulettes spéciales pour se protéger d'une éventuelle possession ou agression des esprits. La tradition dit que ces amulettes étaient en fait des masques qui cachaient le vrai visage. Les vivants comme les morts portaient des masques, ce qui rendait difficile de distinguer qui était qui. Les familles laissaient des masques sur les tombes et les esprits les portaient. Comme chaque masque était unique, c'est ainsi que tout le monde se reconnaissait pendant le festival. Teshi a acheté un masque et a parlé d'Anastasia à Rhin alors qu'il laissait l'objet sur sa tombe, souhaitant pouvoir la revoir une fois de plus. Muller et le Mia ont remarqué que la guilde avait installé un stand de soupe pour célébrer la fête. Muller était en colère lorsqu'il a découvert que les soupes contenaient des ingrédients aphrodisiaques, car il pensait qu'il était inapproprié d'encourager ce type de comportement lors d'un rendez-vous comme celui-là. Rhin et Teshi, curieux, ont demandé ce qui se passait, et Muller a tout expliqué. Elle a suggéré de vendre quelque chose de plus approprié, mais qui aurait également bon goût. Il a demandé à Rhin et Teshi, qui ont dit que dans leur monde il y avait une tradition similaire, quelle était la nourriture typique. Après avoir réfléchi, Teshi a eu une idée. Il vendrait des cartes à gratter. Ils ont suivi toutes les étapes pour les préparer, et bientôt tout le monde a voulu les essayer. C'était une friandise nouvelle et rafraîchissante dans ce monde, et les gens l'adoraient. Ensuite, les filles ont laissé Teshi s'occuper du stand avec Gérard et Marie, disant qu'elles avaient d'autres tâches au festival, puisqu'elles étaient des mages de l'élément feu. Teshi a demandé à Gérard de gratter la glace au cas où d'autres clients arriveraient. Bientôt, le groupe d'aventuriers qu'il avait sauvé le premier jour apparut. Ils étaient heureux de voir comment Teshi avait évolué et ont également rencontré son esprit du vent, Sylphie. Juste au moment où tout semblait bien se passer, les amis de Teshi sont arrivés vêtus de costumes spéciaux de festival, attirant l'attention de tous. Les gens ont commencé à réaliser qu'il y avait quelque chose de spécial entre Teshi et Rhin, et ont commencé à encourager les deux à se rapprocher. Mais soudain, une tempête est apparue, menaçant de tout ruiner. Il semblait que le festival allait être annulé. Teshi a refusé d'autoriser cela, car cet événement n'avait lieu qu'une fois par an et permettait aux gens de revoir leurs proches. Avec la permission de Lemia, il utilisa son pouvoir pour invoquer un vent fort et chasser les nuages sombres. Cela a fonctionné et le festival a continué. Cependant, il n'y avait que des feux d'artifice rouges disponibles. Rhin, avec ses connaissances scientifiques, a décidé de créer des feux d'artifice colorés avec Muller, rendant la fête encore plus belle. Quand il était temps de danser,
tout le monde choisissait un partenaire. Le mien a pris la place de Teshi dans la tente et lui a dit de demander à Rin de danser. Teshi a choisi Rin, et les deux ont dansé ensemble pendant un moment. Mais lors de la dernière danse, Teshi a vu Anastasia sur le trottoir, portant le masque qu'il avait laissé sur sa tombe. Il était paralysé. Rin réalisa ce qu'il ressentait et s'approcha de lui pour qu'ils puissent danser ensemble. Par la suite, Rin s'écarta et laissa Muller devenir le nouveau partenaire de danse de Teshi. Et donc nous terminons la première partie de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne.